Depuis quelques années, le marché des cartes Pokémon a profondément changé. On parle tous les jours de collection et de passion, mais on entend de plus en plus parler d'investissement, de produits à stocker, de bons moments pour acheter, de bons moments pour vendre. Est-ce que ce produit va prendre de la valeur avec le temps? Et en réalité, ce changement n'est pas forcément mauvais, mais il soulève quand même une question importante. Est-ce que le marché des cartes Pokémon peut s'effondrer? Je vous avoue qu'on voit de plus en plus de vendeurs sur le marché secondaire, que ce soit des boutiques en ligne spécialisées ou même des boutiques physiques, des streamers sur les applications de vente aux enchères. On voit de plus en plus de vidéastes, de conventions et surtout des prix complètement abusifs le jour de la sortie. Et forcément, le doute s'installe chez certains. Jusqu'à quand ça va durer? Personnellement, cette question ne m'inquiète pas. Elle me parle au contraire. Avant Pokémon, j'ai passé plusieurs années sur un marché qui a les mêmes mécaniques que les cartes Pokémon, le marché des baskets, autrement dit les sneakers. J'ai connu de très près le marché du resell. Qu'est-ce que c'est le resell? C'est acheter une paire en boutique et la revendre juste après sur le marché secondaire. Et le marché secondaire des sneakers, il s'est effondré. Alors attention, je dis pas que le marché de cartes Pokémon va suivre et va s'effondrer, mais je dis qu'il est important de mettre en parallèle ces deux marchés que je connais très bien. Parce que finalement, si le marché s'est effondré au niveau des sneakers, c'est pas à cause des paires de baskets. Les baskets n'ont jamais changé. Ce qui a changé, c'est le comportement des personnes qui sont dans le marché. Pour que vous compreniez vraiment le marché des cartes Pokémon, j'ai besoin de recontextualiser et de vous parler du marché des baskets. Quand j'ai commencé à acheter des paires de baskets, le marché n'était absolument pas ce qu'il est devenu par la suite. J'avais 15 ans, j'étais au lycée, j'allais chez Foot Locker et je trouvais toutes les paires que je souhaitais. Air Jordan 1, Air Force 1, Nike Air Max 90. Il n'y avait pas de fil interminable le jour de la sortie, pas de bots, pas de valeur de revente affichée partout. Le marché secondaire a toujours existé, attention, mais il était vraiment underground. Il y avait quelques têtes d'affiche, comme par exemple Larry Deadstock que vous connaissez encore, ou par exemple Chris Retro Shop. Ils opéraient d'abord sur les groupes Facebook pour vous dire à quel point c'était vraiment underground. Peu après, quand ça a commencé à prendre, ils ont créé leur boutique en ligne, voire physique. Mais à l'époque, ces personnes-là, ils étaient là juste pour acheter une paire, la revendre et garder l'argent pour réinvestir dans leur collection, comme on fait un peu nous dans les cartes Pokémon. Enfin, comment on faisait. À l'époque, on achetait par passion, on était excité quand il y avait une nouvelle collaboration parce que c'était rare à l'époque. Quand une marque comme Nike collaborait avec un artiste, c'était quelque chose de fou. Et à l'époque, les acteurs importants dans le marché des sneakers, c'était pas les youtubeurs, c'était pas les créateurs de mode, c'était pas les rappeurs, c'était tout simplement les marques comme Nike ou les revendeurs spécialisés comme à Paris avec Colette ou encore à Amsterdam avec Pata. C'était un marché qui était complètement désorganisé, mais c'était un marché sain. Un petit peu comme Pokémon à ses débuts. Il y a eu un premier basculement. Kanye West, les amis. Avant 2015, c'était déjà une figure emblématique du rap. C'était quelqu'un qui était très influent. Et à l'époque, il était chez Nike avec la Nike Air Yeezy 1 et la Nike Air Yeezy 2. Ces paires-là avaient une très forte hype. C'était une paire recherchée, difficile d'accès. Mais malgré ça, le marché reste relativement sain. À cette époque-là, certaines paires valaient de l'argent, mais la paire de sneakers n'était pas considérée comme un produit financier. Et ensuite, Kanye West est parti chez Adidas après 2015 et Adidas lui a offert quelque chose que Nike ne pouvait pas, une liberté créative totale. Kanye West a dit je veux faire ça, il a fait ça. Et là le bordel a commencé. Yeezy 700, Yeezy 350, Turtle Dove, Pirate Black, Moonrock, ces paires-là c'était n'importe quoi à l'époque. On parle plus du design, on parle du chiffre. Cette paire tu l'achètes 200 € aujourd'hui, tu la revends instantanément 600 €. Et c'était le cas les amis. À ce moment-là la sneakers change de statut. Ce n'est plus une paire de baskets qu'on aime porter ou qu'on aime collectionner, c'est un produit de revente. Et ce que je viens de vous citer, on le vit actuellement dans les cartes Pokémon. Kanye West a transformé la sneakers, mais Virgil Abloh a bousculé le marché du resell. Le marché du resell est devenu normal pour tout le monde dès lors que Virgil Abloh a fait la collaboration The 10 avec Nike. Qu'est-ce que c'est The 10? C'est 10 paires emblématiques de Nike revisitées. Ces paires-là ont foutu un bordel pas possible sur le marché. Tout le monde voulait la dernière collab et je me souviens très bien des Air Jordan 1 qui se vendaient 200 € chez Nike et qui se revendaient plus de 2000 € sur le marché secondaire et je pense qu'aujourd'hui c'est encore pire. Il a fait de la sneakers un objet de luxe. En plus de ça, à l'époque, il était directeur artistique de Louis Vuitton. Donc il avait cette patte artistique, cette patte luxe. Et c'est pour ça que les sneakers se sont transformés en véritable objet de luxe, objet de revente, objet de spéculation. Acheter pour revendre, c'était limite devenu admiré. Et vu que j'ai connu le marché, je peux vous assurer que sur 100 paires achetées, 99 étaient vendues. Et le problème avec ça, c'est que Kanye West et Virgil Abloh ont attiré un monde qui était extérieur de la sneakers dans le marché. Beaucoup de monde se sont intéressés aux sneakers. Il y avait même des jeunes de 12, 13, 14 ans qui achetaient des paires en magasin et les revendaient directement devant la boutique aux personnes qui passaient devant. Parce que c'était un système de file d'attente, ils ont été tirés au sort un petit peu comme les cartes Pokémon aujourd'hui. Et vu qu'il y a eu énormément de nouveaux acteurs, de nouveaux vendeurs, il fallait structurer le marché. Le marché a besoin d'outils, alors StockX, Collect, Goat sont arrivés sur le marché. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter, revendre et surtout consulter
le prix d'une paire, un petit peu comme si c'était un produit financier. Le 1 janvier, elle valait 300 € et le 18 août, elle valait 600 €. Vous avez des courbes comme ça, un peu comme un produit financier, un peu comme le Bitcoin. Les boutiques indépendantes arrivent, mais attention, ce ne sont pas des retailers, c'est-à-dire qu'elles n'achètent pas les produits auprès des marques pour les revendre prix conseillé. Non, 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 elles achètent auprès de particuliers le jour de la sortie, la dernière paire hype, pour la revendre 30 à 40% plus cher. Un peu comme les cartes Pokémon. Les youtubeurs sneakers sont à leur apogée, Tonton Gibbs, Vincey, La Routine, un peu comme les cartes Pokémon aujourd'hui avec certains acteurs. Le Covid arrive, ça devient n'importe quoi, tout le monde a besoin de réconfort, plus de pouvoir d'achat parce que tu prends moins ta voiture, donc tu utilises moins ton essence. On est dans une bulle où on a besoin d'être tous ensemble. Et ben, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin d'être tous ensemble, de se faire réconforter? Eh ben, on consomme. Et le marché des sneakers a explosé à ce moment-là également. Le Covid a accéléré la bulle spéculative, un peu comme les cartes Pokémon pendant le Covid et maintenant. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après le Covid, après 2022? Le marché est devenu saturé. Trop de collaborations, trop de stocks. Les marques ont compris qu'il y avait une forte demande, donc ils ont produit en masse. Trop de restock, ta paire que tu payais 200 €, tu la vendais 600 €. Toi qui la payes 600 €, bah t'es dégoûté d'apprendre qu'elle vient de sortir en magasin aujourd'hui après un énième restock pour 200 €. CF, Nike Dunk, Panda, Air Jordan 4 Black Cat, Air Jordan 1 Chicago, etc. Un petit peu la même chose avec les displays origine perdue que vous payez 700 € et qui finalement étaient restock et qui se retrouvent à 350. Les deux marchés sont vraiment très similaires. Et d'après vous, pourquoi le marché secondaire des sneakers s'est effondré? C'est pas vraiment à cause d'une paire de baskets, parce qu'une Jordan 4, qu'elle soit sortie en 2018 en pleine hype ou en 2024, c'est la même. C'est le comportement des personnes. Des personnes extérieures sont arrivées dans le marché, ils ont voulu se l'approprier, acheter, revendre, spéculation, créer des boutiques indépendantes, créer des plateformes qui te mesurent le prix de ta paire. Résultat, le comportement général des personnes dans le hobby s'est transformé. On passe de passionné à spéculateur. Voilà pourquoi le marché secondaire des sneakers s'est effondré. Qui plus est, ça a tellement touché le monde que quand tu allumais les anges sur la télé, tu voyais des stars de télé-réalité qui portaient ta paire de baskets. Et si t'aimes pas trop cet univers-là, t'es un peu dégoûté qu'un gars qui fait de la télé-réalité porte ta paire de baskets que t'as galéré à avoir. Tout ça fait que le marché secondaire des sneakers s'est complètement effondré. Aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs sur ce marché qui arrivent à survivre. Mis à part SwaveKicks, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de monde. Si je vous ai fait un grand laïus pour vous parler du marché des baskets, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous dire que je ressens aujourd'hui dans le marché des cartes Pokémon des mécaniques que j'ai senties à l'époque des sneakers. Pareil que pour les sneakers, le marché des cartes Pokémon, à la base, c'est un marché de collectionneurs. T'achètes un booster, t'ouvres, tu découvres une carte de fou, tu la mets dans ton classeur, t'es content. Ça a créé un moment de joie. Le marché secondaire a toujours existé, mais il était très faible. Quand tu étais petit à l'école et que tu avais par exemple 2 Dracofeu de base édition 1, tu pouvais en vendre un. Mais avec l'argent que tu avais, tu achetais pas une ETB pour la garder scellée. Tu achetais une autre carte pour la mettre dans ton classeur parce que tu étais content, parce que ça te plaisait. La question, c'était pas est-ce que ce produit va prendre de la valeur, mais plutôt est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter ce produit. Puis progressivement, le discours a changé. Des nouveaux acteurs rentrent dans le marché. Logan Paul, Michou. Ils ont contribué à démocratiser les cartes Pokémon. Le mot investissement est arrivé dans la bouche d'absolument tout le monde. Dans les vidéos, dans les conventions. Je voyais même des personnes qui n'avaient rien à voir dans la communauté de cartes Pokémon, des personnes âgées, des mères de famille, qui étaient dans la queue pour Évolution Prismatique et qui se disaient « Est-ce que vous êtes sûr que cette ETB va prendre de la valeur ?» Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, Logan Paul et Michou, c'est un petit peu Virgil Abloh et Kanye West. Pour moi, ils ont ramené énormément de monde dans le marché des cartes Pokémon. Dès lors qu'ils sont arrivés sur le marché, le comportement des personnes a changé. On n'achetait plus un item pour l'ouvrir, on achetait plusieurs coffrets pour en ouvrir un et garder le reste scellé. On se disait, ok, ce produit, c'est sûr qu'il va prendre de la valeur. Et c'est exactement ce moment-là que j'ai vécu dans les sneakers, quand acheter une paire de baskets, c'était plus pour le plaisir, mais c'était plus pour une opportunité. Si j'achète 3 paires de Yeezy, je vais pouvoir en garder une et revendre 2 pour me faire un max de billets. Alors je vous rassure, je vous dis pas que le marché des cartes Pokémon c'est la même chose que le marché des sneakers. Le marché des cartes Pokémon a quelque chose qui est différent. Il y a la notion de rareté qui est au centre de tout le hobby. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui confondent rareté perçue et rareté réelle. Dans le marché des cartes Pokémon, la rareté réelle, ce sont les produits anciens. Rayquaza Star PSA 9, en français, c'est une carte rare. Le Psychoquack Black Star Promo, c'est une carte rare. Le Fouinard de Blanche, c'est une carte rare. Pour moi, ce sont des cartes qui sont mythiques, qui ont traversé le temps et qui ne perdront jamais de valeur. Le problème aujourd'hui, c'est que la rareté perçue prend le devant. Trop de gens sont matrixés par le discours qu'on entend. Ils ont peur de manquer l'opportunité d'acheter cet item parce qu'ils le considèrent comme rare et qu'ils ne le verront plus jamais. Et le truc, c'est que beaucoup de produits modernes sont considérés comme rares, mais juste parce qu'ils sont stockés. Mais en fait, la réalité, c'est que stocker un produit ne le rend pas rare, ça le rend juste disponible plus tard. Et ça, c'est une notion que beaucoup de personnes dans le marché de cartes Pokémon ont tendance
tendance à oublier. Je suis sûr de moi qu'il y a des personnes qui ont des cases de display DualShock. J'en suis persuadé. Mais pourtant, on n'en voit pas, donc c'est considéré comme un produit extrêmement rare. Mais le jour où ces personnes-là vont sortir des dizaines et des dizaines de displays, le discours des personnes qui ont payé leur display 6 000 € va vraiment changer. Et je pense qu'ils seront dégoûtés. Autre similitude que l'on voit avec le marché des sneakers, c'est qu'aujourd'hui, le marché des cartes Pokémon est complètement saturé. Trop de vendeurs, trop de boutiques, trop d'annonces tous les jours, beaucoup plus de conventions, beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de projets entrepreneuriaux dans les cartes Pokémon. Les mêmes produits circulent, les mêmes cartes, les mêmes displays. Et je sais pas vous, mais je trouve qu'aujourd'hui, les acheteurs sont beaucoup plus sélectifs qu'à l'époque. Acheter une ETB aujourd'hui, il faut qu'elle soit absolument parfaite. Pas de trous, pas de rayures, pas d'impact. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que cette ETB, si elle est dans un état parfait, elle sera plus facile à revendre dans 5-6 ans qu'une ETB un petit peu déchirée. Les mentalités ont changé, on collectionne plus un item parce qu'il est beau, mais on le collectionne parce qu'il va se revendre beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, je pense que les ventes ne disparaissent pas, mais je pense que les acheteurs sont beaucoup plus sélectifs qu'il y a 3 ans. Je vous l'assure, vous sortez une ETB ME2 il y a 3 ans, elle ne se vendrait pas à 70 € comme aujourd'hui, elle se vendrait au moins 120 €. Et pourquoi elles sont à 70 € aujourd'hui? C'est un petit peu comme pour les sneakers. Les marques ont compris qu'il y avait de la demande, alors Pokémon Company imprime en masse. Et s'il y a beaucoup de stocks sur le marché, beaucoup moins de personnes vont décider d'acheter parce que tout le monde aura le même produit. Encore une fois, c'est exactement ce que j'ai vu dans le marché des sneakers. Comme pour les sneakers, le marché se structure. Pour les baskets, vous aviez GOAT, Collect, StockX, mais pour nous, les cartes Pokémon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a PSA, on a GCC, on a Card Market, on a eBay qui a même lancé une section spéciale TCG, Whatnot, etc. On a accès à tout, des références de prix, historique de vente. La carte Pokémon est considérée comme un produit financier avec des courbes qui montent et qui descendent. Alors oui, le marché est rassuré. Cette transparence permet aux gens de savoir que leur produit coûte quelque chose. Mais le problème, c'est que ça attire beaucoup de spéculateurs. Des gens qui arrivent uniquement juste pour acheter, pour revendre. Et la première chose qu'on a vue au niveau de la spéculation, ce sont les scalpers qui sont arrivés, qui se sont emparés du marché des cartes Pokémon. Alors attention, il est important de dire que le marché n'est pas fragile de la même façon. Pour moi, ce qui ne va jamais perdre de la valeur, ce sont les cartes anciennes. Le vintage dans Pokémon, ça ne perdra pas de valeur. Alors il y a certaines exceptions. La display set de base édition 1, elle a pris énormément de valeur, puis elle s'est un petit peu cassé la gueule. Mais encore une fois, pourquoi à votre avis elle a baissé de prix? Pourquoi les cartes du set de base édition 1 elles ont baissé de prix? Parce qu'en fait les gens se sont rendus compte que c'était pas finalement un item si rare. C'est la rareté qui fait le tout. Le Rayquaza Star ne perdra jamais de valeur parce qu'il n'y en a pas tant que ça bien gradé. Par contre, display set de base à 50 000 €, il y en a plein les gars. Il y a des gens qui en ont encore. Et donc les gens se sont rendus compte que finalement c'était pas si rare et que c'était complètement démesuré de mettre aussi cher pour un item qui finalement peut être trouvable facilement. Enfin facilement, vous me comprenez. Par contre, d'autres segments sont impactés et je vous le dis, pour moi le scellé récent, ce n'est pas normal. Trop de gens stockent des ETB, des displays récentes. Les produits achetés uniquement pour investir. Les sets qui sont pas terribles, mais vu que tout explose en Pokémon, c'est pas grave, on va quand même acheter du Fable Nébuleuse. Pour moi, c'est ça la grosse fragilité du marché des cartes Pokémon aujourd'hui. Et ce qu'on va ressentir, c'est pas un crash, c'est plutôt une stagnation, une désillusion. Des produits qui vont mettre longtemps à partir. Des ETB qui vont finalement pas prendre tant de valeur que ça. Les marges qui disparaissent. Une ETB que tu touches 55, tu vas revendre 65 sur Vinted. Mauvais bail, tu vas pas gagner d'argent, les marges se réduisent. Ça, on est en train de le vivre un petit peu et on va continuer de le vivre. Et ces choses-là que nous sommes en train de vivre et qui, je pense, vont continuer à persister pendant quelques années, vont faire que beaucoup moins de spéculateurs seront sur le marché et le marché redeviendra plus sain. Maintenant, je vais vous donner mon avis sincère, je vais vous dire tout ce que je pense. Et j'estime être légitime de vous en parler parce que je suis expert dans mon domaine au niveau des cartes Pokémon. Et j'ai très bien connu le marché des sneakers. Je crois profondément en Pokémon, mais je ne crois pas aux discours qui sont trop simples. À quel moment vous vous dites que c'est normal qu'une ETB sortie il y a 5 ans ait fait un x10? À quel moment vous vous dites que c'est normal qu'une carte de Dracofeu se vende 2 semaines après le jour de la sortie de la série à 500 €? À quel moment c'est normal qu'une alternative de DualShock se vende 7000 € en PSA 10 alors que la série est sortie il y a moins de 10 ans? Est-ce qu'il y a que moi qui me rends compte que les gens sont complètement décorrélés de la réalité, qu'ils n'ont plus aucune valeur de l'argent, surtout dans une période économique dans laquelle nous vivons? À quel moment c'est normal de mettre 7000 € sur une carte récente alternative? 7000 €, vous pouvez refaire une cuisine, acheter une voiture d'occasion, presque solder un crédit. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie qu'on est en train de vivre en ce moment? Pour moi, c'est une anomalie de marché et ce n'est pas possible que ça dure. C'est mon avis sincère. C'est tellement simple de gagner de l'argent avec les cartes Pokémon aujourd'hui et gagner de l'argent simplement, ce n'est pas normal. Pour gagner de l'argent, il faut que tu sois expert dans ton domaine. Ce n'est pas normal que des gens qui viennent
dans notre milieu arrivent à se faire des bons billets en achetant des produits en magasin et en le revendant 1 heure après sur des plateformes. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Dans la vie, si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu sois bon dans ton domaine, d'après moi. Et si je devais faire un parallèle avec ce que je connais, pour moi les ETB sont les Yeezy des cartes Pokémon. C'est devenu un objet désirable, un objet de spéculation. Arrêtez de me dire que vous achetez une ETB juste parce que vous trouvez l'item beau, sympa et que vous vous dites que vous allez vous l'ouvrir dans 3 ans et que c'est le meilleur moyen d'avoir plein de boosters au même endroit parce que dedans il y en a 9 ou 10. Vous ne collectionnez pas une ETB, mais vous collectionnez de l'argent. C'est différent. Et je pense que beaucoup de personnes se mentent à eux-mêmes. Aujourd'hui, quand tu achètes un produit scellé et que tu le gardes dans ton armoire, tu ne collectionnes pas un item ni des cartes Pokémon, tu collectionnes de l'argent. Si cette ETB ne valait pas si cher, personne ne la collectionnerait. Par contre, si les decks valaient très cher sur le marché secondaire, je peux vous assurer que tout le monde aurait des decks. C'est pas négatif, c'est un comportement humain et normal. C'est hyper rassurant et satisfaisant de se dire ok, cet item, je l'ai, je le collectionne, mais il a quand même de la valeur. Et je sais que potentiellement, il va prendre de la valeur avec le temps. Il y a très peu de gens autour de nous qui collectionnent des produits Pokémon qui ne valent absolument rien. Faut arrêter de se mentir à soi-même. La plupart des gens qui collectionnent, ils collectionnent les alternatives parce que ça coûte cher. Ils collectionnent les ETB parce que ça coûte cher. Ils collectionnent les displays parce qu'ils se disent qu'il n'y en aura plus et que ça va prendre de la valeur. C'est ça la réalité. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais bien 80% des gens fonctionnent comme ça. Et attention, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais je dis juste que ce comportement a changé le marché des cartes Pokémon. À l'époque, on collectionnait pas pour ça. Il a changé. Maintenant, on collectionne parce qu'on collectionne de l'argent. C'est un peu ce que j'ai vécu au niveau des sneakers, comme je vous l'ai dit. Et en parlant des sneakers, pour moi, la période dans laquelle nous vivons actuellement dans les cartes Pokémon, c'est la période euphorique du Covid, où il y a énormément d'acteurs qui rentrent sur le marché, énormément d'acheteurs, énormément de vendeurs, énormément de vidéastes, conventions, d'événements qui s'organisent autour des cartes Pokémon. Personnellement, je trouve que ces signaux donnent matière à réfléchir. Ayant été expert des deux marchés, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Il y a de très fortes chances que je me fasse insulter dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que je mets en inconfort plein de personnes qui y croient dur comme fer. Je dis pas que le marché va s'effondrer, et je dis pas que le marché secondaire cessera d'exister parce qu'il y a Pokémon Company qui va décider de restocker toutes les séries qui existent en énormément d'exemplaires. Je dis juste qu'il faut réfléchir au comportement des personnes qui sont dans le milieu. Ce comportement, je l'ai vécu dans le marché des sneakers. Et je peux vous dire que ça a fait comme ça du jour au lendemain. Expliquez-moi pourquoi les créateurs qui étaient spécialisés dans les sneakers font plus du tout des sneakers. Vince, il fait du domaine un petit peu artistique, de l'architecture, et La Routine a une chaîne qui s'appelle Le Routin et qui fait des dégustations. Comment vous expliquez ça? Ils l'ont senti tout comme moi on l'a senti. Donc si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on se dise ok, quel est l'avenir du marché des cartes Pokémon? Je vous donne mon point de vue et je ne devrais pas parce que c'est dans mon intérêt que vous consommiez puisque moi je suis vendeur de cartes Pokémon. Mais mon avis il est très simple. Pour moi, on va vivre une énorme correction de marché. Pas qu'il va s'effondrer, mais je dis que ça sera plus l'Eldorado qu'on a connu. Et mon conseil, qu'est-ce que c'est? C'est d'acheter ce que vous aimez. Faites-moi confiance. Parce que si vous achetez que des produits hype, que vous payez cher en vous disant que ça va prendre de la valeur, et au moment où ça vaudra plus rien ou qu'il y aura énormément de stock sur le marché, vous allez être dégoûté. Tandis que si vous aviez acheté les cartes que vous aimez, dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, même si ça vaut plus rien, vous serez quand même content d'ouvrir vos classeurs et d'apprécier les belles illustrations. J'ai besoin de votre avis dans les commentaires, c'est très important, j'essaierai de répondre à tout le monde. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir.